Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau portrait. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pas seulement un ami, mais aussi un personnage que je suis très très heureux de vous présenter puisque aujourd'hui nous faisons le portrait de Patrick Collignon. Alors, je suis très heureux, comme je le disais il y a quelques secondes, de l'accueillir. Aussi parce que c'est un compatriote, Patrick est comme moi, venu du plat pays qui est le nôtre. Et pour le présenter, c'est pas si simple parce que c'est quelqu'un qui a plusieurs vies et c'est un profil plutôt, on dirait aujourd'hui, atypique. Moi, je préfère dire très riche. Il a notamment dans sa carrière professionnelle été journaliste scientifique, directeur de collection aux éditions Erol. Si un fil rouge, je dirais, dans toute sa carrière, c'est sa passion pour la compréhension des comportements humains et des comportements sociaux, pour les trajectoires de vie, on pourrait dire. Aujourd'hui, il est business coach d'un côté, coach, et également écrivain. Il a une expertise dans tout ce qui est soft skills. Il est littéralement spécialisé dans les stratégies relationnelles pour désamorcer les comportements toxiques et les situations de stress, que ce soit dans les relations interpersonnelles, mais aussi et peut-être avec beaucoup de besoins aujourd'hui dans les relations au travail. Il est également conférencier, écrivain. Il a écrit 37 livres à ce jour. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont écrit autant de livres sur beaucoup de sujets, dont notamment 6 plus spécialement sur le management et le développement personnel. Et il a notamment plus récemment euh, commis 2 romans, 2 sublimes romans. Il y en a un troisième et même un quatrième qui est comment on appelle ça, dans les tiroirs, qui s'apprête à sortir. Mais il a écrit un roman intitulé Polmar. Alors, pour vous le pitcher en une phrase, dans un monde gouverné par l'argent, voilà où cela peut mener au niveau des déviances des comportements humains. Voilà, pas plus. Vous en saurez plus en vous renseignant. Vous pouvez taper Paul Mar, Polmar, pour le retrouver sur votre navigateur préféré. Et le pitch du deuxième livre, qui s'intitule Semeur de cœur, est le suivant. Si on met 1 milligramme d'amour en plus dans nos vies et autour de nous, voilà où ça peut nous mener. Semeur de cœur, vous le trouverez également avec une petite recherche dans votre navigateur préféré. Bref, vous l'avez compris, on gagne à avoir un Patrick Collignon dans nos vies. En tout cas, moi, j'y gagne beaucoup. Je suis donc honoré de vous le présenter aujourd'hui, très heureux d'avoir pu être accompagné par lui, puisqu'il m'a coaché, et l'accompagner également dans le développement de son activité. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, c'est l'heure pour moi de vous dévoiler le visage et la voix qui se cachent derrière cette présentation. Patrick, salut, bienvenue. Hello, hello, hello à toi, cher ami, hello à vous tous et vous toutes qui nous regardez, nous écoutez aujourd'hui. Ouais, ça résume, ça résume bien, mais en même temps, ça fait bizarre d'entendre ça tout condensé, quoi, parce que pour finir, on n'a qu'une vie et la vie, elle se passe à chaque jour qui y passe. Donc tu te rends pas compte. C'est vrai que j'ai un bon rétro, donc je vois quand même toujours où j'en suis. Et en même temps, je me fais jamais ce style de petits condensés. Voilà ce qu'il a fait, ce qui il est presque. Ouais, bah, écoute, merci. Est-ce que tu as, bah justement, c'est bien parce que est-ce que tu as envie de nuancer, d'ajouter quelque chose, de rectifier parce que on essaie de faire une présentation la plus exacte, mais le plus important, c'est que tu puisses ajuster le costume avant qu'on commence cette Oui. entrevue à ce qui est juste pour toi aujourd'hui. Donc, est-ce que tu veux, voilà, est-ce que tu veux ajuster quelque chose? Est-ce que tu veux, voilà, t'as un espace pour ça, vraiment n'hésite C'était pas. c'était déjà très bien. Donc oui, le profil atypique, je sais que parfois ça fait un peu peur, et en même temps, c'est juste qui je suis. Et c'est ce que j'ai fait dans ma vie et tout ça, en fait, on se rend compte, c'est très atypique, puis au final, tu vois tous les liens qui se font et en fait, c'est extrêmement cohérent. La cohérence, c'est la vulgarisation. Donc moi, mon job et ma spécialité, c'est de rendre facile des trucs compliqués. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, ma passion, c'est les trajectoires de vie. Donc essayer de capter bah, comment les gens évoluent. Et là, c'est magnifique parce que j'ai vraiment du bol. En coaching, c'est ce que je fais. Donc je vois les trajectoires des gens ou les trajectoires des organisations. Comment les choses se mettent en place, comment les choses parfois se cristallisent, puis comment on peut les débloquer. Et puis il n'y a rien de tel que de voir un coaché avec les yeux qui s'illuminent en disant ok, ça va, j'ai compris. Et puis hop.
sa vie a changé, et là, tu sais que tu as influencé sa trajectoire de vie, et c'est magnifique parce que là, tu dis, waouh, c'est cool. Et puis, quand tu écris un livre, c'est carrément pire, tu l'as créé. Tu vis avec des gens qui n'existent pas, tu leur crées leur propre trajectoire de vie, et puis l'idée aussi, c'est qu'elle soit cohérente, en fait. C'est que quand quelqu'un lit le bouquin, il se dit, ah ouais, ok, je vois qui c'est, je vois où elle est, je vois où elle va, je vois ce qui a changé chez elle, chez lui. Et ça, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Donc ouais, et ma trajectoire de vie est aussi, fait partie de cette histoire-là, bien sûr. Ah, génial. Bah justement, on va en parler de cette trajectoire de vie parce que le but de ce portrait, c'est de permettre aux personnes de te rencontrer sous tous les aspects. Bien sûr, il y a un professionnel, il y a un humain, et on va aborder les sujets qui seront un peu présents. J'ai fait un peu de préparation, mais j'aime bien aussi me laisser guider parce que le moment nous inspire à la spontanéité. Donc ça va être cool, une conversation entre nous et en même temps, l'idée pour moi, c'est que les gens puissent à travers la découverte de qui tu es, de par où les choses se sont passées pour toi, puissent aussi avoir des déclics et voir comment ils peuvent bouger eux-mêmes leur propre trajectoire de vie. Mais j'ai une petite tradition et je vais te poser la question, Antoine de Saint-Exupéry ou Taha Hussein? C'est qui Tara Hussein? Ben, je sais pas, il faut que tu choisisses un des deux noms. Alors, Antoine? Eh bien, D'accord. on va J'aime bien commencer sur le premier. l'inconnu, mais pas mettre les pieds dans un truc que vraiment, tu sais pas où tu mets le pied. Donc non, de toute façon, Saint-Exupéry, en général, c'est bonne pioche. Donc, C'est c'est ça, bon pour bonne moi. pioche. En l'occurrence, donc c'est une citation sur laquelle je te proposerai de réagir. Nous ne Vas-y. saurons jamais quelle était la citation de Taha Hussein, Non. mais la citation d'Antoine Saint-Exupéry est la suivante. La grandeur d'un métier est d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. La grandeur d'un métier est d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable, c'est celui des relations humaines. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'évoque que même l'homme le plus riche du monde ne part qu'avec son suaire. Donc, la richesse, euh, la richesse de ce monde ici, c'est un peu particulier parce que ça fait quelques décennies, peut-être siècles, mais en tout cas quelques décennies, qu'on a décidé que la valeur cardinale de notre société, c'était l'argent. Donc tout est vu selon le prisme de l'argent. Et en fait, sur les 7500 générations d'Homo sapiens qui nous ont précédés, enfin 7499, hein, grosso modo, on est là depuis 200 000 ans, euh, c'est arrivé à partir de l'agriculture et puis de devoir faire des échanges. Avant, ils troquaient, ça allait quoi. Mais dès qu'on a parlé d'agriculture, de sédentarisation, d'échanges commerciaux, c'est-à-dire il y a quelque chose comme 12 000 ans, on a commencé à parler de valeur d'argent. Et puis là, je pense que l'humanité a basculé quelque part parce que maintenant, quand un avion se crache, la grosse question, la grosse hantise des compagnies aériennes, c'est de savoir s'il y a des citoyens américains dans la Caroline parce qu'ils coûtent quand même vraiment beaucoup plus cher que les autres. Et rien que ça, tu vois, je trouve que pour essayer d'influencer les décideurs politiques et industriels, on essaye de calculer le prix de la biomasse. Rien que ça, bref, c'est un monde qui quelque part m'échappe et je trouve que c'est intéressant à la fois d'en indiquer les manquements, parce que franchement, quand tu parles d'argent, les gens sont capables de faire des trucs dingues, et donc d'avoir vraiment des déviances comportementales, et en même temps, eh bien, enfin non, en tout cas dans les livres que j'écris, l'antidote c'est l'amour. Donc l'antidote au fait d'avoir une société qui n'est que dirigée par l'argent, où tous les gens ne pensent d'abord à ce qu'ils vont gagner avant de penser au leur, ou à peu près, je veux dire, je sais que c'est caricatural, mais quand même, tous monnaie, quoi. Eh bien, c'est l'amour, et l'amour, en fait, ça n'a pas de prix. Le problème de trucs qui n'ont pas de prix, c'est qu'on pourrait penser que ça ne vaut rien. C'est pas toujours le cas. L'amour, ça n'a juste pas de prix. Effectivement, œuvrer à remettre du lien entre les gens, surtout actuellement où on voit vraiment que dans les entreprises, c'est de plus en plus déshumanisé. Je pense que 95% des burn-out pourraient être évités si les gens étaient écoutés, compris, respectés, pas pressurés inutilement, parce que parfois c'est franchement inutile, sur des dictates qui viennent parfois de complètement ailleurs. Euh, je pense que l'être humain a beaucoup plus de valeur, et je parle pas monétaire. L'être humain et les relations humaines ont beaucoup plus de valeur qu'on ne le pense pour l'instant. Et c'est effectivement dommage. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec Antoine de Saint-Exupéry. Cela dit, c'est pas difficile. Tu pourrais dire que t'es complètement contre, et là, les gens te diraient, il n'a rien compris. Donc, autant être d'accord. Aller dans le flow. C'est ça.
Ça. Ce que j'aime bien, tu vois, c'est que mine de rien, tu vois, dans ta réaction, tu as pointé à la fois l'intérêt qu'il y a je dirais, qui est un pan de ton travail, qui est d'identifier, de voir ce qui est toxique, et en même temps, quelque part, la solution que tu apportes, et c'est un petit peu les deux derniers livres que tu as écrits, Paul Marr qui met vraiment en avant les comportements toxiques, voilà, qu'on peut avoir vis-à-vis de l'argent, et puis en même temps, Summer Ducker qui lui vient dire bah, 1 milligramme d'amour en plus chaque jour, à tous les jours. Et je trouve ça chouette parce que je pense que c'est intéressant. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que tu penses que c'est important d'être lucide sur ce qui va pas pour pouvoir apporter une solution? Ou est-ce que tu penses qu'on peut juste se contenter d'apporter la solution? En fait, tu vois, dans la société actuelle, et je pense que les réseaux sociaux sont une caisse de résonance hallucinante par rapport à ça, tout le monde critique tout, tout le temps. Il suffit que quelqu'un dise quelque chose pour que 150 personnes disent l'inverse, et ça peut être n'importe quoi. Je veux dire, le gris est trop gris, bah non, je suis désolé, c'est n'importe quoi, t'as pas les bons yeux, il est plus blanc que tu ne le penses. Enfin, et ça va tellement dans tous les sens, mais ça va toujours dans le sens de critiquer, et ça va fondamentalement dans le sens de dénoncer les choses. Hmm. Donc on vit dans un monde qui dénonce, et c'est assez ok, voilà, en fait on a le monde qu'on mérite aussi, hein. Peut-être que dans l'évolution humaine, on changera de paradigme un de ces jours, mais je suis pas sûr que nous on va le vivre. Il n'empêche que être conscient des enjeux, mais pas des enjeux superficiels, parce que ça c'est juste du tac au tac, oui j'aime pas. C'est d'aller voir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait, ces enjeux superficiels. Donc par exemple, dans les livres, enfin dans Paul Marr ou Sexode, les romans que j'écris, l'idée c'est d'aller voir, tiens mais qui est à la baguette en fait, quels sont les dessous des cartes, parce que d'une manière ou d'une autre, ça doit bien arranger quelqu'un que ça se passe comme ça, par exemple. Et je suis pas complotiste comme disent les, parce que complotiste là d'un coup, oh mon dieu, j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Mais la lucidité, c'est aussi regarder les choses telles qu'elles sont, regarder comment les gens se font manipuler, regarder comment les gens se font pressurer en entreprise. Je veux dire, je peux pas dire dans mon métier trop génial, rajoutez-leur encore des couches pour qu'ils soient encore plus pressurés. Non, moi je vois les gens souffrir au travail. Et souvent à cause du comportement d'autres personnes. Donc c'est un peu difficile de se dire waouh, trop génial. Donc oui, être lucide, ça permet d'apporter des solutions. Et en même temps, euh, proposer un vrai antidote, c'est intéressant si tu n'es pas que là-dedans, parce que ça fait directement le mec New Age perché, ah ouais, lui, il vit dans l'amour, il a rien compris, en fait. Tu vois, quand tu vis dans l'amour et que tu donnes la main à tes voisins en les regardant le matin avec un regard d'amour et que tu fais Yukaidi autour d'un feu de bois, tout le monde est mort de rire, parce que, en fait, le gars, il est complètement déconnecté de la réalité. Donc c'est bien d'avoir bien les pieds dans la réalité pour pouvoir aussi proposer quelque chose qui est un peu antidotique, je sais pas si ça se dit, mais bref, qui est un antidote ou un contrepoison, je dirais même, mais en sachant très bien d'où tu viens et là où tu peux aller et amener les gens par là sans être trop perché. Ouais, je crois que c'est important d'avoir un pied dans chaque case, en fait, clairement, et de faire la part des deux. Ouais, ça résonne fort pour moi parce que je trouve que quand tu parles des comportements toxiques, tu vois, j'y sens pas toute la lourdeur, tout le pathos, toute l'inquiétude qui peut aller avec ce mot. C'est comme si, toi, t'en parles comme un médecin qui ferait un diagnostic, tu vois, presque de manière juste je regarde, je vois, et puis je vais, à hauteur de ce que je vois, je vais être capable d'intervenir et d'apposer des solutions. Donc, je trouve que cette manière un peu je vais dire un peu moins forte en émotion. Ça permet de voir plus clair et d'être plus efficient. On voudrait pas d'un chirurgien hypersensible ou hyper émotif, tu vois. Ça pourrait être problématique. Donc, non, c'est cool, c'est cool. Moi, j'aimerais bien qu'on se rapproche un petit peu de ton parcours. Je sais pas pourquoi ça m'emmène là. J'ai envie de dire, tiens, ça a été quoi ton premier job, ton premier boulot? La première fois que tu es en contact avec le monde du travail, toi, justement, qu'est-ce que tu fais? Alors, il y en a eu deux. Le tout premier job que j'ai fait, je travaillais à l'usine. J'étais étudiant, donc j'avais 16, 17, 18, j'ai fait ça 3 fois d'affilée. 3 années d'affilée, donc je travaillais dans une usine de fabrication de cigarettes à la gare de Schaerbeek, donc à Bruxelles. Donc, et c'était intéressant, donc à pause. Hein, donc une semaine sur deux, je commençais à 6 heures, je finissais à 2 heures. La semaine suivante, 2, 10. Donc j'ai directement été plongé dans ce bain avec autour de moi plein de flamands que je comprenais pas du tout. On m'avait appris, parce que ouais, à Bruxelles on est bilingue, on apprend le flamand, donc on apprend par exemple un 2 3 en flamand, ça se dit 1, 2, 3, tu vois, un truc normal. Tu arrives au boulot, puis t'as la madame qui dit 1, 2, 3, et tu dis oulala, oulala,
ce que j'ai appris à l'école, j'ai mis de côté tout de suite. Je n'ai plus parlé qu'en français. Et il y avait un autre gars qui avait le même nom que moi. Alors, comme on avait le même nom, tout de suite, il est devenu mon pote. Il m'a expliqué tous les, les, les dessous des cartes du travail en usine. C'était vraiment intéressant. C'était amusant. J'ai lancé la mode aussi parce qu'on avait des pantalons d'uniforme mochissimes, mais vraiment un truc horrible. Donc moi, je les ai remontés en mode Tintin, tu vois, comme les pantalons de golf, ce qui était un peu plus. Donc tout le monde a commencé à faire ça. Donc donc c'était assez amusant. Donc c'était un job d'été. L'intérêt, c'était que c'était extrêmement bien payé. Je crois que je travaillais un mois, je gagnais plus que mon père à ce moment-là, ce qui était magnifique. Ça m'a permis de me payer les premières choses que je voulais. Ça, c'était vraiment très bien. Une guitare, une chalifie, enfin, ce style de choses. Et puis pendant l'année, j'étais livreur de fleurs. Donc je bossais pour un fleuriste et j'allais livrer des fleurs partout à Bruxelles avant le GPS. Donc j'avais un gyrus singulaire incroyablement développé. Enfin, c'est le truc qui permet de te repérer dans l'espace. Et c'était magnifique parce que chaque fois, pour moi, j'étais payé pour conduire parce que comme j'avais pas assez d'argent pour acheter une voiture, j'étais déjà super content de pouvoir conduire. J'avais 19 ans. Et puis après, chaque fois que tu arrives chez les gens avec un bouquet de fleurs, c'est rare qu'ils sourient pas, quoi, tu vois. Et donc c'était assez chouette, tu débarques, voilà, s'il vous plaît, t'as 19 ans, tu donnes le bouquet de fleurs, et puis la personne repart, et en plus t'es payé pour, enfin bref, c'était super. J'ai vraiment adoré, donc c'était cool. Ça c'est mon premier lien avec le travail. Yes. Donc ça, on avance un petit peu dans le temps. Tu fais des études de Ouais. journalisme, c'est ça? Ah non, non, moi je suis orthophoniste, moi. Rien à voir. Donc moi je suis logopède pour les Belges, logopédiste je pense pour les Suisses, orthophoniste pour les Français. Ok. Mais voilà, donc j'ai pas. Dès que j'ai terminé mes études, je savais que je travaillerais pas. En fait, à l'époque, j'avais pas envie de bosser en one-to-one, donc en face à face. J'adorais les enfants, j'étais chef scout, je m'occupais d'enfants handicapés aussi. L'idée c'était de les faire fonctionner ensemble, c'était vraiment très intéressant. Mais en faire toute une carrière, non. Donc j'ai jamais été logopède. Direct, on m'a proposé d'écrire un livre, j'avais 22 ans. Et le père d'un de mes louveteaux, justement, était directeur des collections chez Marabout. Il m'a proposé d'écrire un livre et hop, pendant 10 ans, j'ai écrit des livres d'informatique avec lui. Et puis je suis devenu journaliste informatique grâce à lui. Et puis en fait, les 10 premières années de ma vie ont été directement poussées là-dedans. Donc je suis devenu Donc ça, indépendant c'est tout de suite. toute la période un peu où tu fais de la vulgarisation, comme tu disais tout à l'heure, où Ouais, tu c'est prends là des que ça choses a complexes, puis commencé. tu les amènes à une compréhension plus simple pour les gens qui Yes. ils veulent en savoir plus. Génial, super. Et donc du coup, donc on avance, on arrive à 10 ans, et tiens, ça m'intéresse. À quel moment tu te lèves un matin et tu dis, je vais devenir coach? En fait, l'informatique, ça m'intéresse pas du tout. Donc déjà, l'idée, c'était d'écrire. Ça a toujours été d'écrire. Moi, mon rêve depuis que je suis tout petit, ça a été d'écrire, quoi. Donc quand j'avais 15 ans, je voulais devenir romancier. Et puis à 22, on me propose d'écrire des livres. Je me dis, trop génial. C'est un pas dans le milieu de l'édition. Enfin, c'est un pied dans ouais, c'est un pied dans la porte, mais pas du tout. Bon, alors ça, tu l'apprends après, mais c'est pas parce que t'écris un livre d'informatique que t'es écrivain de roman, tu vois. Ça a rien à voir. Et dans le milieu, ça a vraiment rien à voir. Donc moi j'ai pris l'opportunité, et puis ça m'a permis effectivement d'écrire, d'être de plus en plus fluide dans l'écriture en soi, et expliquer des choses plus que raconter des histoires. Donc c'était vraiment bien, mais en même temps ça m'a jamais super fort intéressé. Donc après 10 ans j'en ai vraiment eu... J'avais écrit 28 livres d'informatique, j'en pouvais plus des bouquins d'informatique, franchement c'était... Tu sais, quand tu dis pour la 28e fois... Donc, pour ouvrir un fichier, cliquez sur... non, c'est bon, stop. Cliquez sur le bouton droit pour ouvrir le menu contexte. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et donc, là, j'ai cherché un boulot pour la première fois de ma vie. Et en fait, dans ma vie, j'ai cherché une fois du travail. C'est cette fois-là. J'ai envoyé 3 CV. Mon CV est arrivé à l'ICHEC, qui est une haute école de commerce à Bruxelles, qui a repéré que j'écrivais et que j'étais orthophoniste, enfin logopède. Et donc, il s'est dit, bah, nous, on développe un projet pour développer l'esprit d'entreprendre chez les enfants. Est-ce que tu as envie de nous aider? Donc pendant 1 an et demi, j'ai été salarié. C'est la seule année et demie. À la fin, on a arrêté d'être salarié, puis on a continué à bosser ensemble parce que moi, je suis vraiment très indépendant dans le fond. Et puis, on a développé un kit de gestion de projet pour les enfants de 10-11 ans. Ouais, c'est ça. Pour, en fait, vivre leur projet à eux. Donc, tu sais, dans les écoles à pédagogie active, genre Freinet en France, pendant toute la dernière année, ils font ce qu'on appelle un chef-d'œuvre, c'est-à-dire qu'ils choisissent une thématique, un projet, et puis ils travaillent dessus, et à la fin de l'année, ils le présentent. Et nous, on est parti de cette idée-là, et on a imaginé un kit de gestion de projet pour les enfants,
qui à la fois permet d'avoir les différentes étapes, qui en plus leur permet de se positionner sur les 10 compétences de base qu'on avait imaginées chez les gens qui sont entreprenants. Capacité de choisir, ouverture, participation, organisation, enfin tout ce style de choses-là. Et chaque fois, pour des étapes, on disait, tiens, est-ce que c'est facile par exemple pour moi de choisir ou non? Ben oui, j'ai choisi tout seul, j'ai pas eu envie de changer. Super facile. Et très compliqué, ça va être, je savais pas quoi choisir, j'ai hésité, on a choisi pour moi. Et au final, l'idée, c'était qu'en juin, ils présentent leur projet à l'école. Alors, on a vu passer des maquettes, il y en a qui ont organisé des tournois de mini-foot, il y en a qui ont fait des pièces de théâtre. Enfin, ça a été, mais waouh, un truc de dingue. Et donc, ça existe toujours, et il y a 200 000 trajectoires de vie de petits-enfants qui ont été impactés positivement, dont ma fille d'ailleurs, qui a fait Captain, forcément. J'étais présenté en classe et tout, elle était quand même un peu fière. Ah oui, c'est vous qui avez inventé tout ça? Oui, oui, c'était pas mal. Donc il y a 200 000 enfants qui l'ont fait, en Belgique, en France, au Burkina aussi, je pense, Burkina Faso, Cameroun. Bref, donc c'est cool, quoi. Ça fait 200 000 trajectoires positivement 200 000 impactées. vies, c'est incroyable. C'est 200 000 trajectoires, comme tu le dis, qui ont potentiellement Multiplié bougé par, un peu, ouais. beaucoup passionnément suite à ça. C'est ouf. C'est ouf. Donc l'étape Et d'après, c'est que je me suis dit, bah Captain, c'est bien, parce que bah, les enfants ont cette envie d'entreprendre, ils sont généralement soutenus pendant la durée du trajet, la durée du projet. Mais après, si les parents sont pas eux-mêmes entreprenants, ça s'arrête de genre magique aussi vite que ça a commencé, et puis on arrête d'être entreprenant. Ce qui est un peu dommage. Donc je me suis dit, il faut aider les parents à aider les enfants à entreprendre. Donc on a mis en place un projet pour développer enfin, l'apprentissage de l'entrepreneuriat dans la parentalité. Donc c'est pas tellement devenir entrepreneur, mais rester entreprenant. Et quand tu as envie de faire du théâtre, fais du théâtre, quoi, je veux dire. Et je suis arrivé chez le gars qui avait piloté, enfin qui avait financé le pilote de Captain, en lui disant voilà, j'ai ça comme projet. Il m'a dit, c'est un investisseur belge, hein. Il m'a dit, tu me demandes pas assez. Bon, en même temps, j'y crois pas. Mais par contre, on vient de développer une nouvelle approche psychologique, donc l'approche ANC, donc approche neurocognitive et comportementale, c'est avec un docteur Jacques Fradin, donc en France, et on n'arrive pas à la vulgariser, donc on aurait besoin de tes compétences, sachant que comme tu as déjà écrit des livres et comme tu as déjà vulgarisé, à mon avis, tu serais bien placé. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui, j'ai bossé avec eux pendant 10 ans, non plus même, pendant 15 ans en fait, pratiquement, ouais, 2008, 2010, ouais. Bref, 10-11 ans. J'ai commencé par vulgariser tous les manuels de cours de l'approche neurocognitive et comportementale qui fait le lien entre les mécanismes du cerveau et les comportements. Puis on m'a dit, ah bah écoute, on a un deal avec Erol, on a besoin d'écrire des livres, parce que comme ça on fera connaître l'ANC. Est-ce que ça t'intéresse d'écrire des livres? En fait, tout le monde s'est dit, puisque tu sais écrire des livres, est-ce que tu veux bien en écrire? Bah oui, écoute, y a pas de souci. Et normalement, c'est Jacques qui devait devenir directeur de collection, mais comme ça l'intéressait pas, on m'a demandé, est-ce que tu veux aussi être directeur de collection? Bah ouais, pourquoi pas, tu vois, là. Donc j'ai pas cherché non plus, on m'a offert la place. Et puis après avoir écrit le premier livre, donc j'en ai écrit un sur le stress, profil face au stress, avec quelqu'un qui s'y connaissait super bien, Jean-Louis Prata, puis un deuxième ça s'appelle le management toxique, donc sur les comportements difficiles et toxiques, avec Chantal van der Vorst, c'était chaque fois vraiment des pontes, si tu veux, de la, enfin de l'INC en l'occurrence, l'Institut de neurocognitivisme. Mais bon, c'est moi qui écrivais les livres aussi, tu vois. Et puis à la fin du deuxième, c'était vraiment un livre d'auto-coaching. On se trouvait que c'était vraiment intéressant de le faire comme ça. Impossible de pas être coach, quoi. Parce que un des trucs de base aussi, c'est tu peux pas emmener les gens, et ça je l'ai encore d'autant plus appris après, tu peux pas emmener les gens là où toi t'es pas capable d'aller. Donc tu peux pas faire un bouquin d'auto-coaching si t'es pas coach. Donc l'année suivante, je me suis formé au coaching et j'ai continué à écrire des livres de management ou de développement personnel, mais cette fois-ci en sachant, enfin en ayant au moins cette casquette-là, ce qui me semblait un petit peu logique. ouais, et puis pour l'avoir expérimenté, t'es vraiment un coach pour moi qui m'a scotché, qui m'a vraiment fini de m'asseoir sur mon siège, si je puis dire, parce que je t'ai pas vu venir. Et pourtant, voilà, j'ai un cerveau un peu agité, donc voilà. Et puis c'est un peu mon métier aussi par ailleurs. Donc voilà, je pensais que je te voyais venir, mais en fait, il y avait une petite porte sur le côté là que j'avais pas vue. Donc c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment impressionnant. Donc si vous cherchez un très bon coach pour bouger les lignes au niveau professionnel essentiellement, tu t'adresses essentiellement à des professionnels, toi, hein?
je pense. Oui, oui, là je bosse de plus en plus, soit en entreprise, soit avec des dirigeants, avec des managers. En fait, c'est vraiment le Ouais, c'est ça, niveau. manager, dirigeant et chef d'entreprise, quoi. C'est ça. Ok. Alors ça m'empêche pas de faire des accompagnements, mais alors c'est des accompagnements à long terme, mais c'est vrai que c'est potentiellement un peu cher. Mais c'est le meilleur effet de levier possible aussi, en Ouais. fait. Quand tu as des gens qui touchent eux-mêmes plein de gens, si eux sont soit convertis à la compréhension des choses, s'ils acquièrent de nouvelles techniques pour apaiser les relations humaines, etc., en fait, ils ont un effet de levier de dingue. Ouais, Donc c'est carrément. vraiment C'est trop. comme tu dis, c'est vraiment, vraiment un levier. Alors, je sais pas si vous Mm. avez remarqué, mais l'histoire de Patrick, c'est un peu l'histoire d'un film que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Yes Man. Voilà. Donc, visiblement, Patrick, en fait, sa vie, c'est, il y a des gens qui lui disent, tu ferais pas ça? Ouais. Donc, si Ouais, jamais c'est vous avez une clair. proposition à faire à Patrick, euh, si possible honnête, vous n'êtes pas à l'abri qu'ils vous disent, moi, ouais. Donc, j'adore cette histoire. Ok, cool. Donc, on part dans une espèce d'aventure humaine, une espèce de trajectoire de vie en fait qui se déploie, qui se déploie, qui se déploie. On arrive aujourd'hui avec des compétences de coaching, avec des compétences d'écrivain. Moi, j'ai envie de dire, tu t'en vas où? Tu vas où? Qu'est-ce que tu vas nous faire avec tout ça? Est-ce que tu as une petite idée? Est-ce que tu as des projets? Bah oui, des projets. En fait, un, un des fils conducteurs aussi de ma vie à moi, c'est de continuer à avancer, à progresser, à apprendre, à me développer, à enlever tous mes problèmes. Enfin, tu vois, en fait, ce que j'ai dit il y a quelques minutes, c'est tu peux pas emmener les gens là où t'es pas capable d'aller. Eh bien, il faut d'abord y aller. Et c'est là où ça devient super intéressant. C'est que toute ma vie, j'ai été payé pour apprendre. Alors, ça vient de switcher, ça vient de changer, mais jusque-là, chaque fois, on m'a proposé un truc. Et je me rappelle, pour le premier livre d'informatique, c'était très très clair, hein. Donc, mon directeur, Georgi, me dit écoute, tu as 22 ans, j'allais recommencer des études littéraires en me disant j'ai envie d'écrire vraiment, et en sachant aussi que 4 ans après j'allais devenir prof de français en me disant j'ai envie d'écrire quoi. Et lui il me dit bah, au lieu d'aller bosser au McDo, écris un livre, en 6 mois tu gagneras la même chose mais tu auras ton nom sur un bouquin. Je lui dis ok, why not, avant, il faisait des bouquins, 300 questions test, donc culture générale. Il m'avait proposé, mais j'étais en plein milieu de mes études, de faire 300 questions test sur la psycho et la crimino, ce qui était génial, mais après 2 questions. Donc il m'avait déjà apporté un ordinateur, j'ai vu arriver le bazar, je lui ai dit, ça s'allume comment, tu vois le truc. Et puis il m'avait dit, tiens, j'ai un bouquin pour t'expliquer comment fonctionne Word. 600 pages. Et puis moi, j'étais aux études, j'avais une copine, j'étais chef, hein, laisse tomber, c'était pas possible. J'ai fait 2 questions et je lui ai dit, écoute, pas possible. Mais quand même, 2 ans après, je suis retourné chez lui en disant, bon, puisqu'on a eu un bon contact, qu'est-ce que tu me conseilles? Et il me dit, bah voilà, écris un livre. Ok, ça marche. Mais ça existe plus cette collection-là, mais il me reste que de l'informatique. Je dis, ok, ça marche. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah l'informatique au service des personnes handicapées, parce que moi je sortais orthophonie, c'est vraiment intéressant. Tu vois, tout ce que tu peux apporter comme aide aux personnes handicapées. Et là il me dit, non, non, t'es gentil, mais en fait, ils veulent en vendre chez Marabout, donc il va falloir que tu trouves autre chose. Alors moi j'y connais rien, je dis non, je sais pas. Écoute, si tu veux, j'ai un livre pour lequel j'ai pas d'auteur, si ça t'intéresse, il est pour toi. Ok, c'est quoi? Le publipostage dans Word pour Windows. Donc à l'époque, tu devais encore encoder toute une série de conditions pour faire un mix avec tes étiquettes, enfin un truc. C'était un peu compliqué, c'était avant, juste avant que tout soit sous fenêtre, quoi, tu vois. Word 6 est devenu avec des fenêtres, mais avant Word 2, c'était encore un peu waouh. Je lui dis ok, ça va, je prends. C'est quoi Word? C'est quoi Windows? C'est quoi le publipostage? Et j'ai commencé comme ça. Et le premier week-end, je me souviens, c'était sur un vieux Mac. Il fallait appuyer sur un bouton et allumer l'écran derrière l'écran. J'ai appuyé sur le bouton, j'ai entendu un bruit, j'ai pas compris, j'ai jamais réussi à. Enfin bref, je l'ai appelé, il était parti en week-end. Je passais un week-end devant une machine. Et puis enfin, il m'a expliqué comment ça marchait. J'ai travaillé une journée, j'ai oublié de sauver, petite coupure de courant. On apprend vite, on apprend vite. Je trouve qu'on apprend vite en tout cas. Ça m'est plus arrivé. Donc t'as le réflexe, pomme S, contrôle S. Et sans t'en rendre compte, maintenant c'est sauvé automatiquement, mais je le fais tout le temps, quoi. Genre, toutes les 5 minutes, non, même à mon avis, toutes les minutes, pomme. Le petit réflexe, bref. Donc on apprend. C'est Ouais, cool. carrément. Et donc les projets? Alors, les projets, c'est continuer à écrire. Donc, en fait, il y en a 3 pour l'instant qui sont sur le feu. Le premier, c'est développer de l'e-learning, mais plus spécifique sur les stratégies relationnelles pour désamorcer les comportements toxiques ou pour désamorcer le stress. C'est-à-dire continuer à fonctionner en harmonie, en équipe. Parce que au final, après réflexion et après confirmation d'ailleurs,
Pour moi, l'essentiel des burn-out sont dus à un problème relationnel plus qu'à un problème de travail, en fait. Donc, c'est pas la relation avec le travail qui pose souci, c'est la relation avec les autres personnes avec lesquelles on travaille. Et donc, comme on Intéressant. parle beaucoup, donc un des symptômes de base du burn-out, c'est l'isolement. Donc, les personnes s'isolent. Et tu peux retourner le problème. Pourquoi elles s'isolent, tu vois? Parce que si elles étaient écoutées, si elles étaient entendues, si elles étaient comprises, si elles étaient soutenues, si elles n'auraient pas besoin de s'isoler. Je veux dire, c'est pas comme les éléphants qui partent tout seuls pour aller mourir dans leur cimetière, quoi. On n'est vraiment pas à ce niveau-là. Donc, en écoutant par hasard Fabrice Midal, il y a 3 semaines, je pense, il a dit exactement la même chose que pour lui. C'est pas une crise du travail, c'est une crise relationnelle. En fait, le burn-out en général, dans un système du travail, donc le monde du travail qui s'est déshumanisé au fil du temps. Donc, remettre de l'humanité et surtout apprendre comment on fonctionne, parce que parfois c'est tellement. En 2008, là, quand j'ai commencé à écrire sur l'ANC, le premier truc que j'ai appris, c'est comment fonctionne le stress. Et là, tu dis, ah ouais, putain, mais ça c'est vraiment le truc que tout le monde devrait savoir. Tellement c'est, une fois que t'as capté, ça change ton rapport au stress, ça change ton rapport à pas mal de trucs dans ta vie en fait. Mais tant que tu sais pas ça et que tu dis bon, on va faire gestion du stress, respire 3 fois, ça règle jamais le problème en fait. Et donc l'idée c'est d'aller à la source du comportement, à la source du problème pour aller changer quelque chose qui fait que si tu n'es plus stressable sur un sujet, tu seras plus stressé. Et si tu es plus stressé, tu vas pas réagir de la même manière. Et si tu réagis pas de la même manière, l'autre en face, tu sais quoi? Bah lui non plus. Et donc tu viens de changer toute la situation, juste parce que tu n'es pas rentré dans la boucle de stress, juste parce que tu as capté ce qui est en train de se jouer là maintenant. Pour les comportements difficiles ou toxiques, il y a un peu de ça aussi. La plupart des gens sont pas toxiques juste pour emmerder leur voisin, quoi. Tu vois, ils sont toxiques parce qu'ils ont besoin de gagner quelque chose, de gagner du pouvoir, de gagner de l'attention, de gagner en fait d'une manière ou d'une autre, ou de se rassurer eux-mêmes, peu importe en fait. Mais il y a un enjeu pour eux, dans lequel les autres sont pris sans toujours savoir ce qui se passe ni pourquoi. Eh bien ça vaut aussi la peine de souligner, de montrer comment ça marche, d'expliquer ce qui est en train de se passer et quels sont les enjeux de la relation à ce moment-là, et peut-être plein que ça se répète, mais c'est chaque fois des moments relationnels. Et puis, comme je dis toujours, le gars, enfin, admettons que tu es quelqu'un de super toxique ou difficile, il te dit, toi, t'es vraiment nul. Admettons. Si tu rentres chez toi en disant, il m'a dit que j'étais vraiment nul, si le soir tu te réveilles en disant, qu'est-ce qu'il va me dire demain, ça devient ton problème, en fait. Lui, il a juste dit une phrase, et toi, elle t'occupe, elle te pompe ton énergie pendant des heures. C'est pas obligatoire, hein, franchement. Donc il y a moyen de se dire, bah ouais, c'est une phrase, quoi. Et puis après, il y a tout un travail à faire pour pouvoir capter la même chose. Qu'est-ce qui se passe en moi dans ce style de situation? Mais une fois que tu arrives à dégager, à te repositionner, à dégager le problème chez toi, d'un coup, ça marche plus, en fait. Et donc, tu viens de désamorcer un comportement, mais l'autre, il changera pas. Faut quand même se le dire aussi, tu vois. Parce qu'un des trucs que les gens font, c'est j'espère que l'autre va changer. Tu sais, t'as un mec devant toi, il joue avec une machine à sous, sauf que la machine à sous, c'est un distributeur de coca. Chaque fois qu'il met une pièce, il reçoit une bouteille. Pourquoi tu veux qu'il arrête de mettre des pièces, tu vois? Donc si chaque fois tu réagis comme il l'attend, ça marche. Et lui, il gagne quelque chose, il boit son coca, alors peu importe, ça peut être n'importe quoi d'autre, mais l'idée, en tout cas, elle est là. Donc tant que je gagne, je joue. Bah, là, il gagne à tous les coups. Pourquoi arrêterait-il, lui, de jouer? Mais si tu t'enlèves de la partie, ça peut marcher. Donc premier axe, développer ça. Euh, En e-learning, ça c'est vraiment pour que ce soit accessible à un maximum de gens. C'est pour Et des puis, particuliers aussi, ça, ou c'est, enfin, je veux dire, ouais, donc ça peut alors c'est valoir pour sur des relations, par exemple, avec des amis, avec la famille, avec, absolument. ça fonctionne pas que dans le milieu du boulot, quoi. Non, non. Ok. Moi, je le positionne dans le cadre de la sphère professionnelle parce que forcément, c'est mon centre d'intérêt principal. Mais en même temps, j'ai pas, enfin, j'ai parfois vécu plus ça dans mes relations perso que dans mes relations professionnelles. Et donc, oui, oui, un comportement toxique, c'est une manière d'être en relation avec l'autre qui a un côté de dominance, si tu veux, donc tu domines, tu te sens le chef, donc l'autre doit faire ce que tu veux, ou bien tu supportes pas, donc tu lui fais des remarques, ou bien le gars il fonctionne tellement pas comme toi que t'as pas envie de faire, enfin, donc il y a vraiment toujours une relation, et la relation c'est dans les relations humaines, hein. Tu vas chez le boulanger, tu vas avoir une relation toxique avec ton boulanger, tu vois, ça, c'est en dehors de la sphère professionnelle, c'est en dehors de la sphère privée, mais voilà, ça reste un comportement, quoi. Ouais, Donc complètement, complètement. Et on peut le trouver où ça? Pour ceux qui nous regardent, qui seraient touchés par ce sujet-là, est-ce qu'on va sur ton site internet? Est-ce que tu as une petite idée d'où on peut le trouver? alors, pour l'instant,
Donc là, d'ici le début juin 2024, donc, hein, pour redater le truc, Ouais, sur Internet, ouais. ce sera sur le site web de Clément Bergon. Donc tout ce qui est manager, donc les brèves du manager, ça c'est sur YouTube. Ouais. Bon manager, mode d'emploi, ça c'est le livre qu'il a écrit. Et You Manager, donc humanager.com ou .fr, avec un S à manager, ce sera sur cette plateforme-là. Ok. Donc On travaille avec... Clément Bergon, comme tu dis, est ouais. en train de créer une plateforme. Je fais la petite recherche, tiens. Hop. Une plateforme pour voilà, pour des formations et notamment tu feras partie des formateurs de sa plateforme, c'est ça? Ouais, Ok, nice. Donc si on reste en contact avec Clément Bergon sur sa chaîne YouTube par exemple, il devra certainement à un moment donné en parler. Il y aura peut-être une interview entre vous, quelque chose absolument. comme ça. Ok. Donc là, le bon point de Bah, on- contact pour ceux qui nous regardent, c'est d'aller voir Clément Bergon, Patrick Collignon et a priori vous devriez trouver des pistes. Génial, super. Ben écoute, merci pour ça parce que plus t'en parles, plus ça m'intéresse, et plus je me dis que ça pourrait en intéresser d'autres. Donc, oui. je trouve ça vraiment ultra précieux. Donc ça, c'est un projet plus, comme tu dis, d'e-learning, de formateur et de partage autour tu continues de De vulgariser les conférences, concepts ouais. pour les rendre Absolument, pratiques pour les gens, ouais. Qu'est-ce que tu as d'autre clairement. comme projet? Alors, euh, roman, on va voir comment ça évolue parce que j'ai un ami qui me dit que je dois arrêter. Et comme c'est un ami qui m'est très très proche et qui a quand même mon oreille, je vais un peu voir ce que j'en fais parce que ce que lui me dit, c'est écoute, tu remets en fait les personnes quelque part dans quelque chose de négatif. Hein, quand tu exprimes le dessous des cartes avec Polmar, avec Sexode, eh bien tu ne leur rends pas toujours service parce que ce que tu poses est parfois trop dur. Hmm. C'est pas euh, c'est pas que c'est durement écrit, au contraire, c'est même plutôt bien écrit en mode cool et sans jugement particulier. Tu poses le cadre, enfin c'est ce que tu disais tout à l'heure, moi je suis pas là pour juger, je suis là pour essayer de comprendre comment les choses fonctionnent et pour protéger les gens qui en souffrent, tu vois. Hmm. Mais juger, chacun fait ce qu'il fait parce qu'il pense que c'est le mieux, ou qu'il en a besoin, il fait ce qu'il fait parce que c'est la meilleure stratégie qu'il a gardée jusqu'ici dans sa vie. Et ça peut valoir pour n'importe quel être humain, même ceux qui nous hérissent le poil, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe. L'extrême droite va hérisser le poil de l'extrême gauche et vice-versa, par exemple, tu vois. Ça fait partie du truc. Donc, c'est ok. Et en même temps, l'idée, c'est de protéger les gens. Donc, dans Polmar, par exemple, eh bien, les dessous des cartes, ils sont pas toujours très reluisants, quoi. C'est-à-dire, t'as par exemple de la manipulation, t'as par exemple des gens qui sont centrés sur moi, je, point, et puis qui sont capables de mettre en place des trucs vraiment scandaleux, juste pour eux, point. Enfin, je veux dire, après, je veux pas spoiler l'histoire, mais et ça me paraît tellement évident. Regardons autour de nous, tu vois, ou regardez autour de vous, je sais pas très bien comment le dire, mais Hmm. partons du principe que je regarde aussi. Ouais, mais Regardons autour de nous ce qui peut se passer. c'est ça, et donc du coup, ce qu'il te dit, si je comprends bien, c'est que cette vérité-là, toi, tu sais vivre avec, mais peut-être que tout le monde n'est pas, pour tout le monde, c'est peut-être pas très digeste, quoi, cette lucidité-là. D'une part, clairement, d'une part, et puis ensuite il me dit par contre de l'espoir, de l'amour, les gens n'en auront jamais assez quoi. Hein, donc si tu peux plutôt activer ce réseau neuronal là et mettre de plus en plus de gens en lien dans plus de partage, de liens, de chaleur, de convivialité, d'humour, d'ouverture, d'amour, etc. Le monde ne s'en portera certainement pas plus mal quoi. Ça, Donc dénoncer c'est bien, ça mais le fait monde a écho, vraiment besoin de... c'est drôle parce que ça fait écho à ton passé de chef scout dont tu parlais tout à l'heure. Ça me fait faut penser à ça, tu vois, c'est rassembler dans un contexte, tu vois, qui fait du bien aux gens qui sont à l'intérieur du cercle, tu vois, il y a un truc comme ça, tu vois, juste à un niveau un peu plus large, quoi. Bon, bref. Alors, bon, quand j'étais, donc c'est les chefs Louveteaux en l'occurrence, donc c'est des 8-12, c'était des 8-12 mixtes avec des enfants handicapés, donc des enfants intégrés comme on disait nous, et quand même genre il y avait une trisomique, deux autistes, un épileptique, donc c'était pas des trucs trop légers, tu vois, c'était on était un peu fous, je pense à l'époque d'ailleurs, mais c'était magnifique parce que waouh, quelle aventure. J'avais reçu un nom spécifique de chef, c'était Chouka, le corbeau enthousiaste et ami de tous. Voilà, et puis j'avais été intronisé comme ça. Et avant, quand j'étais moi-même scout, j'avais 13 ans, tu sais, chez les scouts, ils choisissent à un moment un qualificatif. Donc ta qualité première en tant que jeune, en tout cas ce qui ressort de toi, et puis t'as le cercle des chefs et de tes congénères qui ont 1, 2, 3 ans de plus que toi, qui discutent pour savoir quel est ton point fort. Et mon point fort, donc moi, c'est point d'appui.
Donc quand j'avais 13 ans, j'étais un point d'appui, et quand j'avais 18, j'étais enthousiaste et ami de tous, et potentiellement, c'est ma trajectoire de vie, tu vois. Donc, en fait, c'est comme ça. Tant mieux, ou tant pis, ça dépend pour qui, si ça se trouve, tu vois. Je crois que mes enfants s'en plaignent pas trop, espérons-le, et en même temps, je suis pas toujours dans leur peau non plus, donc voilà. Mais oui, le but, effectivement, c'est d'avancer par là, et donc, la prochaine vraie étape, Tadam! donc ça, c'est le premier tome de Semeur de Cœur. La semaine prochaine, on discute du deuxième tome, enfin on le prépare, et puis l'idée c'est, dans ce premier tome, c'est l'histoire d'un ours, après je vais pas trop dévoiler, mais grosso modo, ça après 10 pages, vous l'aurez compris, eh bien il vit dans un cirque, il a un numéro qui cartonne, et puis il y a un truc qui se passe qui fait qu'il peut pas continuer, il se retrouve perdu dans la nature pour la première fois de sa vie. Et puis il rencontre des gens pour aller vers son chemin, donc c'est vraiment un petit roman initiatique, hein, donc il va vers son chemin à lui. Et il rencontre pour progresser plein d'autres animaux, personnages en tout cas, qui eux aussi ont leur histoire. Donc notre objectif avec Semeur de Cœur, c'est d'avoir un livre comme ça, par personnage rencontré. Donc il en rencontre, en tout il y a 11 personnages, donc ça fait, le premier est fait, le deuxième on le commence demain, et dans le deuxième on part du principe qu'il risque encore d'y avoir un ou deux personnages supplémentaires, parce qu'ils nous semblent vraiment essentiels. Donc au final, l'idée c'est de tramer tout ça. Je sais pas si tu vois la BD Alter Ego. Ah non. Donc je sais pas si tu aimes les BD en tant que bon belge, les bons belges aiment la BD. Donc la communauté française de Belgique, c'est-à-dire les 4 millions de Wallons comme ça et le petit million de Bruxellois, sont les plus grands producteurs et potentiellement consommateurs de bande dessinée du monde. Ouais. Et on est 4 millions. Donc nous on est baignés dedans. Dans Alter Ego, tu as 6 tomes, donc première saison, parce qu'ils ont fait ça par saison, tu as 6 tomes et un septième. Les 6 premiers, c'est 6 trajectoires de personnages dans la même histoire. Tu peux commencer par n'importe lequel. Et suivre par n'importe lequel. Et en fait, l'histoire se construit au fur et à mesure, parfois avec des flashbacks, parfois avec des fast-forward, mais en fait, tu recomposes l'histoire. Et au septième, tu as la solution. Le septième, tu dois le lire après les 6 autres, mais les 6, tu les commences où tu veux. Et donc, c'est l'idée de Semeur de Cœur, c'est que tous les personnages soient tramés. Donc, ils vivent la même histoire, ils se croisent, ils se décroisent, ils se retrouvent pas, ils vivent des trucs ensemble. Mais pour le deuxième, eh bien, on va arriver au premier point de départ, qui est l'endroit où cet ours rencontre ce deuxième personnage. Et puis, comme ils se retrouvent à la fin, on va les retrouver aussi à la fin, mais entre les deux, ce qui s'est passé d'un côté sera très très différent de ce qui se passera avec le deuxième personnage. Donc, Ah, c'est magique, j'adore, 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 j'adore. J'ai ouais. trop hâte, si tu veux, vraiment d'avoir toute la constellation. Je pense, tu vois, c'est un peu comme ces trilogies, quadrilogies, quintologies, etc. Il y a un moment où Mm. tu as le plaisir de les revoir toutes pour Ouais. retramer, justement, retramer dans ton cerveau toute l'histoire et Ouais. la goûter sous un autre angle. Donc, écoute, j'ai hâte de suivre ça. Il y a encore un sujet que j'ai envie d'ouvrir avec toi, si tu es d'accord, parce qu'on peut le pressentir, on peut le sentir en filigrane de tout ça. Il y a cet intérêt pour l'humain, pour le fonctionnement, tu as pas mal parlé d'amour. Euh, c'est quoi, comment je pourrais dire ça? Est-ce que tu as une philosophie, une spiritualité ou quelque chose à quoi tu t'adosses ou qui te nourrit ou dans lequel tu te baignes pour trouver voilà, ta nourriture et continuer ton chemin Mm, d'humain? mm. En fait, il y a eu plusieurs étapes, hein. Quand j'étais petit, je me souviens un jour, je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. Je devais avoir genre 5 ans, tu vois. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on voit, comment ça marche? Et j'ai pas compris, mais je trouvais ça magique, parce qu'il y avait un truc de dingue, quoi. Donc tu te regardes dans le miroir, tu te vois, tu te pinces, tu te sens. Enfin, moi je trouvais ça fou quand j'étais petit. Mais comment ça marche, quoi? Puis plus tard, j'ai eu des cours d'optique. J'ai bien compris, hein, inversement cristalline, impression sur la rétine, machin, mais en même temps, c'est un côté mécanique, mais pas un côté magique. Et donc, ça m'explique toujours pas comment je vois. Eh ben, c'est ce qui s'est passé un peu dans ma vie en général. Donc, l'idée, ça a toujours été de comprendre comment je fonctionnais. Moi, j'ai eu une fin d'adolescence en mode poète maudit, où je me prenais la tête pour plein de trucs. J'étais pas très bien dans ma peau. C'était pas une très très bonne période pour moi. Mais me poser des questions, j'ai toujours fait. Puis j'ai voulu trouver des réponses, comment on fonctionne, comment les gens fonctionnent entre eux. Et puis quand je suis tombé, donc je le faisais déjà. Et puis quand je suis tombé sur la NC, que je suis devenu coach, là d'un coup, ça a accéléré le mouvement. Et je me suis dit, je vais aller dépoter tous les problèmes que je vois chez moi.
Donc dès que je voyais quelque chose, j'allais, et puis j'ai fait une thérapie, mais en mode un peu particulier. Donc c'est tout ce qui est logosynthèse, IFS, donc Internal Family System, pour avec quelqu'un qui est spécialiste des traumas complexes. Alors je suis pas un traumatisé complexe, mais c'était super intéressant de faire ce trajet-là avec lui. Et en fait, j'avais fini ma thérapie, je continuais à le voir à chaque fois que j'avais un problème pour avancer. Je me suis formé à pas mal de choses différentes aussi. Et donc, au fur et à mesure du temps, tu sais que les principaux problèmes, ben, non seulement ils existent plus chez toi, mais tu peux assez facilement aider les autres à gérer les leurs, tu vois. Et en même temps, l'idée c'était de continuer mon chemin. Et puis à un moment où le coaching ou la thérapie, j'avais acquis les bases, mais je suis plus facilement coachable en fait. Parce que moi j'ai toujours envie d'avancer, mais il faut des gens qui sont au moins au même niveau que moi, ou bien alors qui ont une approche complètement différente. Sinon ça marche pas. Je connais tous les trucs, tu vois, donc ça marche plus. Et en 2018, bah, j'ai rencontré Serge Eveco, qui est, bah, c'est un Suisse, c'est un homme médecine suisse, l'air de rien, qui petit à petit m'a invité à développer une nouvelle approche qui est le Kriya Yoga, c'est-à-dire, bah, moi j'appelle ça le yoga de la pensée, parce que tout le monde me demande, c'est ce qu'il faut faire des postures. Non, non. Tu médites, et l'idée c'est d'être le plus en plus possible, juste présent et sans penser. Donc ça, c'est un principe de méditation comme tout le monde connaît, j'imagine. Et en même temps, le Kriya propose vraiment des pratiques bien nettes, bien claires, qui permettent d'avancer et de voir la différence. Ça prend son temps. 2018. Et en même temps, je regarde comment j'étais en 2018 et je regarde comment je suis maintenant. C'est assez évident que je me disperse beaucoup moins. Je suis beaucoup plus centré, donc je suis beaucoup moins impacté par tout ce qui se passe autour de moi, et de moins en moins d'ailleurs, ce n'est pas fini. Ma ligne, enfin ma trajectoire de vie est beaucoup plus claire, c'est-à-dire fait. Les objectifs sont beaucoup moins clairs, c'est-à-dire, bah, fait, tu verras bien, tu vois, un truc comme ça. Euh, mais en même temps, je sais que je vais dans la bonne direction, donc ce qu'on disait il y a 5 minutes, là, comportement toxique, semeur de cœur, et peut-être d'autres livres, mais qui sont pas des livres qui dénoncent le dessous des cartes nécessairement, donc plus des livres qui inspirent, parce que des super trajectoires d'autres vies, tu vois. Ça fait vraiment partie de ce que je vais me cantonner à faire. C'est, je pense, mon chemin, et ça permettra d'amener dans le monde un peu plus de paix, d'amour, etc. Et puis après, peut-être, cet enseignement des Kriya qui est pas fini m'amène peut-être à un moment où moi aussi, d'une manière ou d'une autre, je le retransmettrai, parce que dans Semeur de cœur, on en trouve déjà. Il y a déjà un Ouais, peu de ça. de cette philosophie dont tu Ouais, parles, clairement. ouais. Mm. Mais écoute, merci pour ça parce que on a eu, je pense, durant le temps qu'on avait ensemble, la partie émergée de l'iceberg, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut toucher, tout ce que tu as accompli, ce qu'on peut Mm. fréquenter aujourd'hui, mais en même temps aussi, merci de nous avoir livré la partie immergée dont on parle assez peu en général, et qui est très importante parce que c'est le terreau sur lequel tout ça a poussé. Ouais. Donc écoute, merci beaucoup pour tout ça. On arrive doucement à la fin du temps qui nous est imparti pour cette entrevue. J'espère que les personnes qui nous ont suivis ont pu, en filigrane de ce que tu nous partageais, entre des pépites qui sont tombées, entre l'histoire que tu nous as livrée, entre le dessous de tes cartes que tu nous as partagé aussi, qu'ils ont pu trouver quelque chose pour eux-mêmes et pour enrichir leur propre trajectoire. C'est tout le but aussi de faire ce portrait. Mon deuxième but, c'était de vous présenter quelqu'un qui gagne à être davantage connu. Donc surtout, allez le voir sur ses réseaux sociaux, allez appuyer sur tous les boutons de manière à être certain de pouvoir découvrir les prochaines choses que Patrick mettra au monde. Vous avez compris que c'est quelqu'un qui va déposer de plus en plus d'amour à chaque fois qu'il posera des choses dans le monde, que ce soit sous la forme d'aider les gens à se libérer de choses toxiques ou en écrivant des livres qui inspirent le monde ou d'autres choses qui naîtront encore par la suite. Donc voilà, j'étais ravi en tout cas de pouvoir partager cette personne qui m'est chère, qui m'apporte énormément dans ma vie personnelle. Et bah voilà, j'espère que vous allez vous aussi pouvoir avoir un peu de Patrick dans votre vie. Je te proposerai peut-être simplement le mot de la fin, une dernière chose que tu as envie de partager, que tu as envie de passer, qui est importante pour toi à dire aujourd'hui. Et on en finira là pour cette session. Yes. Bah, je finirai sur une citation, mais juste avant, j'ai envie de vous dire, ça c'est vraiment ce message-là. Et si vous mettiez 1 milligramme d'amour en plus dans chacun de vos gestes, chacune de vos paroles, chacune de vos journées, qu'est-ce qui changerait en fait pour vous? C'est vraiment tout le bien que je souhaite à chacune des personnes qui nous regardent aujourd'hui. C'est d'avoir une vie de plus en plus chouette, et en disant quand même toujours,
Notre cerveau, son job, c'est d'assurer notre survie. Vous pourriez rester assis sans rien faire sur une chaise pendant 20 ans, lui, il a fait son job, vous seriez toujours là. Donc si vous voulez être épanoui, heureux, serein, aller avoir des chouettes projets, il y a un travail à faire, ça va pas se faire tout seul. Et il y a des actions à mettre en place pour y arriver. Moi, dans ma mesure, je peux aider, mais c'est surtout à vous de vous aider parce que la vie est magnifique à partir du moment où on met en place les conditions pour qu'elle le soit. Et pour moi, c'est passé par beaucoup d'introspection. Peut-être il y a d'autres voies, en fait. C'est ce qu'on propose aussi dans Semeur de cœur. Chacun sa voie, mais l'idée, c'est d'aller faire de plus en plus de paix, de sérénité et de calme. En tout cas, moi, je pense que c'est ça. Et la citation finale, je pense que Winston Churchill m'a toujours beaucoup inspiré, surtout celle-ci. Le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup Patrick, merci infiniment pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à vous d'avoir participé par votre écoute et votre présence à ce message d'amour en filigrane de tout ce qu'on a partagé ensemble aujourd'hui. Si vous pensez que quelqu'un dans votre entourage pourrait trouver bénéfice à recueillir cet échange, surtout partagez-lui. C'est en se partageant nos bons plans qu'on peut se faire grandir les uns les autres aussi. Donc surtout, profitez-en. Elle est là pour ça aussi. Merci Patrick, merci à tous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de nos aventures et à bientôt. Salut, salut.